14 jours pour s'agenouiller. Et si cette fois, un peuple refusait? 14 jours. C'est l'ultimatum décrété par l'Organisation des Nations Unies au Burkina Faso. En moins de 2 semaines, un petit pays d'Afrique de l'Ouest se retrouve acculé à choisir entre l'obéissance et l'affront, comme si le destin de millions de vies pouvait se réduire à un simple sablier international. Mais Ibrahim Traoré, jeune capitaine promu chef d'État, ne choisit ni la colère aveugle, ni la soumission résignée. Il répond avec une lucidité rare, refusant de plier sans condition là où tant d'autres se seraient tus. Pour lui, la question n'est plus seulement politique. Elle devient celle de la dignité, du droit à exister debout. Chaque journée du compte à rebours résonne alors comme un défi lancé à la peur, aux vieilles habitudes de dépendance et à l'arrogance des puissants. L'ultimatum ne vise plus un gouvernement. Il touche à l'âme même d'un peuple, à la possibilité de briser un cycle séculaire d'humiliation. En décidant de tenir tête, le Burkina Faso rompt un silence pesant et réveille, presque malgré lui, un continent trop longtemps condamné à l'obéissance ou à la discrétion. Ce refus secoue la torpeur, rallume l'étincelle d'une souveraineté bafouée. Bientôt, la rumeur burkinabé traverse les frontières, inspire, inquiète et interroge. Voici l'affrontement. D'un côté, la pression internationale, avec ses discours policés et la menace de sanctions. De l'autre, l'affirmation d'une dignité africaine qui ne se négocie plus, qui s'affirme sans violence, mais sans recul. Ce bras de fer dépasse le désaccord. Il pose la question du droit fondamental, pour l'Afrique, de choisir sa route. Le risque est immense. Si la résistance de Ouagadougou échoue, la peur reprendra ses droits et la dépendance sera renforcée pour toute une génération. La voix africaine, déjà fragile, pourrait se perdre sous le poids des institutions. Le silence, à nouveau, deviendrait la règle. Le monde entier retient son souffle durant ces 14 jours, car c'est bien plus que le destin d'un État qui se joue ici. Le centre de gravité du pouvoir pourrait se déplacer, du nord vers le Sahel, là où une nouvelle lucidité ose défier la soumission. Mais qu'a donc déclenché cet ultimatum? Pour comprendre la portée de ce refus, il faut remonter aux origines de la crise. Était-ce vraiment une procédure ordinaire, ou bien un avertissement glissé sous couvert de l'égalité, destiné à briser la volonté d'un peuple? 14 jours. Ce délai, imposé par l'Organisation des Nations Unies, ne doit rien au hasard. Il s'enracine dans une longue tradition où les institutions internationales tissent les règles à leur avantage et imposent leurs conditions à l'Afrique. Depuis les indépendances, chaque décision cruciale semble filtrée, contrôlée, dictée de l'extérieur. Les sanctions tombent comme des couperets, toujours prêtes à rappeler où se trouve le vrai pouvoir. Prenons un exemple historique parlant. Dans les années 60, lorsque le Ghana de Kwame Nkrumah a tenté de s'émanciper économiquement, il s'est heurté à des pressions extérieures similaires. Les sanctions financières, le gel des avoirs, la manipulation des cours du cacao, tout y est passé pour rappeler à l'ordre ce pays jugé trop audacieux. Résultat, l'économie ghanéenne a vacillé, isolé, et Nkrumah, autrefois héros de l'indépendance, a été renversé. Le Burkina Faso, modeste pays enclavé au cœur du continent, a trop souvent été réduit à un pion sur l'échiquier mondial. On lui promet le développement, mais on verrouille sa marge de manœuvre. Pourtant, cette fois, la pression prend un autre visage. L'ultimatum onusien tombe, sec, sans appel. 14 jours pour plier, sans négociation. Ibrahim Traoré, loin de céder, adopte une posture inédite. Il choisit la transparence totale. Il rend public l'ultimatum, sans filtre, devant son peuple et devant toute l'Afrique. Ce n'est plus une manœuvre secrète entre chancelleries, mais une épreuve de vérité portée à la lumière. La réaction ne tarde pas. À Ouagadougou, la solidarité se fait chère dans les rues. Étudiants, commerçants, enseignants, jeunes et anciens se rassemblent, animés par une même volonté: refuser l'humiliation, défendre le droit de choisir leur destin. Les drapeaux du Mali et du Niger flottent aux côtés de celui du Burkina Faso, signe d'une fraternité retrouvée, d'un écho qui traverse le continent,
après tant d'années d'isolement imposé. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large. L'on pourrait comparer cela aux événements de 1958, lorsque la Guinée, sous la houlette d'Ahmed Sékou Touré, a affirmé devant Charles de Gaulle son refus du néocolonialisme. La Guinée disait alors non à la communauté française, et malgré l'isolement, elle a pavé la voie à d'autres émancipations africaines. Mais à l'époque, la solidarité africaine n'était pas aussi visible qu'aujourd'hui. Le Burkina Faso bénéficie maintenant d'un effet domino, d'une onde de choc régionale. L'effet domino ne s'arrête pas là. Les bases étrangères ferment, l'une après l'autre. Les casques bleus plient bagages, la jeunesse s'organise en comité, les débats s'enflamment. Le discours officiel change de ton. Là où l'on réclamait de l'aide, on invoque désormais la dignité, la responsabilité, la mémoire des luttes anciennes. Même le vocabulaire de la crise se retourne, et la peur, lentement, change de camp. Le moment est décisif. Ne pas saisir l'ampleur de ce bouleversement, c'est risquer de céder à des narrations dictées de l'extérieur, c'est accepter de répéter les erreurs qui ont maintenu l'Afrique sous tutelle pendant des décennies. Ce qui se joue ici dépasse la décision d'un homme ou d'un pays. C'est la capacité d'un continent à se tenir debout, à soutenir le regard du monde sans trembler. Mais derrière ces signes de réveil, la tension monte. Refuser l'ultimatum, c'est franchir une ligne rouge, et nul ne peut prédire la suite. Jusqu'où ira la riposte internationale? Et surtout, comment ce bras de fer va-t-il réinventer les règles du pouvoir sur le continent? L'heure du choix approche. Au cœur de la tempête, chaque geste comptera plus que jamais. Dire non, c'est risquer le chaos ou inventer d'autres règles du jeu. Au Burkina Faso, cette question est devenue un choix vécu à chaque minute. Quand l'Organisation des Nations Unies menace, il ne s'agit plus de promesses creuses, embargo commercial, gel absolu des fonds, bannissement des instances mondiales, tout l'arsenal punitif s'abat sur le pays comme une chape d'ombre. Mais à Ouagadougou, la riposte fuse telle une déflagration populaire. Nous ne plierons pas cesse d'être un simple slogan. Il s'affiche sur les murs, éclate sur les t-shirts, circule dans les conversations. C'est le mot d'ordre d'un peuple décidé à reprendre son destin en main, à sortir de la posture de spectateur. Ce refus burkinabé ne tarde pas à franchir les frontières. Mali, Niger, Guinée, 3 alliés, 3 voix qui rejoignent la résistance. Il ne s'agit pas d'une solidarité de façade, mais d'une union politique et morale qui défie l'ordre régional établi. La peur de l'isolement cède la place à un espoir neuf, celui d'une coopération sud-sud, tissant des alliances affranchies des vieux schémas coloniaux. Pour les capitales occidentales, cette défiance est vue comme un saut périlleux, synonyme de crise et d'inconnu. Mais sur le continent africain, ce refus devient réveil, une organisation spontanée, l'invention de nouveaux codes, la reconquête d'une dignité confisquée. Ce même geste cristallise 2 visions irréconciliables. Sous nos yeux, la résistance du Burkina Faso se mue en manifeste continental. Ce n'est plus un président isolé qui refuse un ultimatum, mais tout un continent qui réclame le droit de ne plus céder aux compromis imposés. Cette contestation collective se transforme en laboratoire d'une souveraineté nouvelle. Mais le pari est vertigineux. Si la stratégie échoue, l'effondrement menace. Pénurie, chute des exportations, chaos social, retour possible de la tutelle étrangère. Tout se joue sur un fil ténu. Cependant, si la résistance tient bon et que la coopération régionale s'affirme, l'Afrique pourrait offrir au monde une démonstration inédite de puissance et de fierté partagée. Le risque est absolu, mais l'enjeu l'est tout autant. Décider enfin par soi-même. Chaque jour, chaque geste de soutien ou de tension, chaque réaction extérieure attise ce bras de fer historique. Le compte à rebours lancé par l'ultimatum n'est plus affaire de jour. Il mesure la distance entre crainte et fierté, entre l'ancien ordre et ce qui pourrait naître ici. Mais derrière les slogans et les alliances, une question demeure. Ibrahim Traoré tiendra-t-il la ligne face à la tempête? À mesure que le temps s'écoule, la tension monte d'un cran. Peut-on vraiment croire qu'un petit pays bouleversera l'équilibre d'un continent entier? Le Burkina Faso, aujourd'hui, se pose en preuve vivante qu'un simple ultimatum ne suffit plus à contenir les aspirations profondes d'un peuple.
Au cœur du Sahel, le pays s'est retrouvé sous la lumière crue du monde, confronté à un choix dont les conséquences dépassent ses frontières. Plusieurs futurs s'esquissent. Premier chemin. La résistance lucide. Malgré la pression, malgré les sanctions, le Burkina Faso n'a pas plié. La croissance économique, qui atteint désormais plus de 4%, est stimulée par des initiatives locales audacieuses. Les coopératives agricoles se multiplient, l'énergie solaire éclaire des villages entiers, et les ressources minières, jadis exploitées au profit de l'étranger, sont désormais valorisées sur place. Si ce cap se maintient, le pays pourrait devenir une référence d'autonomie, inspirant d'autres nations à repenser leur propre dépendance. Prenons la coopérative agricole de Banfora par exemple. Il y a 5 ans, elle dépendait presque entièrement des subventions et des engrais importés. Mais aujourd'hui, portée par le souffle nouveau, elle produit du riz, du maïs et du sésame destinés non seulement à l'autosuffisance, mais aussi à l'exportation vers les pays voisins. Les bénéfices sont réinvestis dans la communauté, permettant la construction d'écoles et de centres de santé. Voilà une illustration concrète de la manière dont la souveraineté économique commence à s'enraciner. Second scénario, la contagion du sursaut. Le refus de céder a déjà franchi les frontières, du Mali au Niger. Les drapeaux mêlés lors des manifestations témoignent d'une solidarité naissante. Si cette dynamique s'étend, le Burkina Faso deviendra l'épicentre d'une souveraineté africaine renouvelée, où la dignité et la solidarité se traduisent en actions concrètes. Dans ce cas, la transformation silencieuse du pays pourrait ouvrir la voie à une véritable renaissance pour tout le continent. On peut imaginer un sommet régional, réunissant les leaders des pays du Sahel, pour poser les bases d'un fonds commun de développement indépendant, à l'image de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui a permis à certains pays asiatiques de s'émanciper de la tutelle occidentale. Cette mutualisation des ressources et des idées serait un pas décisif vers une indépendance collective. Troisième option, le choc du réel. Les pressions diplomatiques pourraient s'intensifier, les aides extérieures se tarir et les alliances se retourner. Un isolement brutal guette alors le pays, menaçant de ramener ses ambitions à une dure réalité. Les rêves d'indépendance pourraient se briser sur l'autel d'une mondialisation implacable, rappelant aux autres que le prix de la liberté collective reste élevé. Un scénario comparable s'est déjà produit en Iran dans les années 79, lorsqu'après la révolution islamique, le pays a été soumis à un embargo international total. L'économie iranienne a dû s'adapter dans la douleur, développant une industrie locale par nécessité, mais au prix d'un appauvrissement temporaire et d'un isolement diplomatique. Mais ces scénarios ne disent pas tout. Le bouleversement le plus profond est social, presque intime. La peur recule. Dans les écoles, les marchés, les familles, une exigence nouvelle s'impose. La dignité, mesurée non plus par la quantité d'aide reçue, mais par la capacité à choisir librement. Ce mot, longtemps creux, devient indicateur du changement. Combien de décisions prises ici, combien d'emplois créés sans intermédiaire, combien de ressources transformées sur place. À Zignaré, des jeunes diplômés ont lancé une entreprise de transformation de mangue, alors qu'auparavant ces fruits étaient exportés à bas prix sans valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils fabriquent des confitures, des jus et même des cosmétiques, créant des emplois et gardant la richesse sur le territoire. L'exemple se répand dans d'autres régions, révélant une dynamique d'innovation portée par la nécessité et la fierté retrouvée. Ce mouvement s'accompagne d'un réalignement diplomatique. De nouveaux partenariats émergent, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Le Burkina Faso élargit son cercle d'alliés, négocie d'égal à égal et redéfinit les rapports de force. Cette marge de manœuvre nouvelle ouvre des perspectives inédites, mais impose aussi des choix stratégiques décisifs. En filigrane, une idée s'impose. Selon le chemin suivi, le Burkina Faso sera soit un modèle, soit un avertissement. Le risque est immense, tout comme l'enjeu. Car chaque Africain, où qu'il vive, porte désormais une part de cette responsabilité collective. La dignité n'est plus un idéal lointain, mais une mesure concrète du pouvoir et de l'autonomie. Mais au-delà des analyses, que reste-t-il? Qu'est-ce que ce tournant signifie, au quotidien,
pour chacun d'entre nous. Ce choix, qui semblait lointain, s'invite à présent dans la vie de chacun. Comment passer de spectateur à acteur d'une histoire qui s'écrit en temps réel? Et si la vraie révolution ne se cachait pas dans les discours enflammés, mais dans les gestes concrets du quotidien? Cette question s'impose lorsque le tumulte des ultimatums se dissipe, laissant place au silence lourd des responsabilités. Le moment arraché par 14 jours de tension n'aura de valeur que s'il engendre des actions réelles, ici et maintenant, dans chaque recoin de la société. Ibrahim Traoré ne s'est pas simplement contenté d'un refus. Il a lancé un plan en 5 étapes claires: produire localement pour briser la dépendance, repenser l'éducation pour libérer l'ingéniosité, sécuriser le pays sans attendre l'aide extérieure, valoriser toutes les ressources nationales et mesurer la dignité à l'aune de la vie quotidienne, non des mots officiels. Prenons l'éducation par exemple. Dans les écoles rurales, de nouveaux manuels d'histoire sont introduits, valorisant les héros nationaux et africains, à l'image de Thomas Sankara ou de Funmilayo Ransome Kuti. Le but? Que chaque enfant grandisse en connaissant les figures de résistance et en se sentant acteur de son avenir. Des ateliers d'entrepreneuriat sont lancés, donnant aux jeunes les outils pour créer leur propre emploi. Ici, l'indépendance cesse d'être un simple slogan. Elle devient discipline collective et engagement partagé. Chacun est sommé de quitter l'attente passive, de rompre avec le rôle du spectateur résigné pour rejoindre la minorité agissante. Des écoles qui transmettent l'histoire africaine, des coopératives agricoles refusant la vente à perte, des cercles de réflexion souverainistes qui débattent sans tutelle. La diaspora, elle aussi, se réveille. Terminer le temps de l'attente d'un retour providentiel ou d'un simple virement. Désormais, l'exil devient engagement. Les Burkinabés et Africains de l'extérieur partagent compétences, réseaux, idées neuves. Ils créent de nouveaux leviers de solidarité, refusant de n'être que spectateurs ou nostalgiques impuissants. Par exemple, à Paris, des ingénieurs burkinabés ont lancé une plateforme en ligne pour mettre en relation les startups du pays avec des mentors de la diaspora, générant des financements participatifs et des transferts de compétences. Ce tissu de solidarité transnationale devient un pilier de la résistance collective. Au centre de ce sursaut, la mémoire redevient force. On réapprend à transmettre le courage, à raconter les vraies histoires, à honorer les sacrifices d'hier pour nourrir la confiance de demain. Cette confiance, longtemps brisée, refleurit lorsque chacun se découvre utile, acteur d'un récit partagé, non victime d'une fatalité écrite ailleurs. Ce qui change, c'est l'état d'esprit. Le fatalisme recule au profit de l'exigence, la dépendance cède à la coopération. On n'attend plus le signal du Nord pour agir. On construit, on rectifie, on invente. Le courage collectif se mesure désormais à la répétition des gestes simples, ceux qui font reculer la peur et avancent la dignité. Mais l'urgence est toujours là. Ne pas saisir cette impulsion, c'est risquer de voir la flamme s'éteindre et de retomber dans l'attente stérile d'un miracle extérieur. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se conquiert et se défend chaque jour, par chaque choix, chaque voix, chaque main qui se tend. Reste à savoir si cette dynamique pourra résister à l'usure du temps et aux pressions à venir. L'histoire, en tout cas, s'écrit dès maintenant, entre risque et espoir. À titre d'exemple, on pourrait évoquer la Corée du Sud des années 50, dévastée par la guerre, isolée, mais qui, en construisant une industrie locale et en misant sur l'éducation, a fini par devenir l'une des économies les plus dynamiques du monde. Le chemin fut long, semé d'embûches, mais la persévérance collective a payé. Ce moment, que d'aucuns nomment crise, pourrait bien être le reflet net de notre volonté collective. Face à l'ultimatum, la simple résistance s'est muée en méthode. Sous la voix d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement refusé un calendrier imposé, il a démontré qu'il est possible de transformer la pression venue d'ailleurs en moteur de lucidité. Dire non n'a pas fermé la porte, mais ouvert d'autres chemins, où l'audace compte plus que la soumission. La résistance n'est plus un réflexe temporaire, ni une colère passagère. Elle s'est installée comme une méthode de gouvernance, un choix assumé. Refuser l'humiliation, préférer la cohérence, tenir debout.
Ces gestes changent déjà la nature de la conversation entre l'Afrique et le monde. Mais que reste-t-il à faire de ce sursaut? Le danger est de le voir s'éteindre, de replonger dans le silence une fois passée la tempête médiatique. Pourtant, ce moment donne à chacun la responsabilité de transformer la conversation en projet, de passer du refus à la construction, du slogan à l'invention. Chaque spectateur, chaque auditeur, se trouve face à un choix immense. Laisser le réveil s'effacer ou bien le prolonger par des actes, en reprenant en main le sens du collectif, en inventant nos propres réponses là où on attendait des solutions venues d'ailleurs. À cet égard, des initiatives très concrètes voient le jour. Comités de quartier pour la sécurité, caisses communautaires de microcrédit, plateformes de troc locales, ateliers d'agriculture urbaine. Autant de façons de tisser des liens directs, de reprendre la maîtrise du quotidien et d'ancrer la souveraineté dans le réel. Ce n'est plus seulement l'affaire d'un président, ni d'un pays isolé. C'est l'affaire d'une génération entière qui refuse de vivre sous les ultimatums des autres. L'enjeu, transformer la dépendance en autonomie, la peur en fierté et le silence en dignité retrouvée. Le compte à rebours imposé par l'Organisation des Nations Unies touche à sa fin. Mais peut-être commence ici une ère nouvelle, où chaque voix compte, où chaque initiative locale devient une pièce du puzzle continental. Le vrai pari n'est plus de plaire ni de céder, mais d'inventer. L'Afrique, debout face à l'histoire, tient entre ses mains l'avenir du pouvoir et du temps. Ce choix, personne ne le fera à notre place. Ce n'est plus une affaire de sanctions ni de discours, mais d'engagement quotidien, de courage ordinaire. Il appartient à chacun de transformer la conversation en projet, la résistance en méthode et la volonté collective en avenir partagé. Restons lucides. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Il appartient à chaque citoyen du Burkina, d'Afrique, et d'ailleurs, de choisir son camp, d'inventer son geste, de prolonger ce sursaut en acte. Ce n'est pas seulement le destin d'un pays, mais la mémoire d'un continent qui se joue, et peut-être l'inspiration d'un monde qui cherche de nouveaux équilibres. Car, pour la première fois depuis longtemps, l'ultimatum n'a pas seulement mesuré la peur, il a révélé la puissance d'une espérance collective. L'Afrique, debout, n'attend plus. Elle construit. Et peut-être que, dans 14 jours, ce ne sera pas le silence de la soumission qui régnera, mais le souffle d'une dignité retrouvée, contagieuse, irrésistible.